au-delà de l'aspect, on va dire, politique que représente la COP21, au-delà même de l'actualité, hein, qui nous montre que les événements climatiques sont de plus en plus présents dans notre quotidien, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous entretenir sur l'aspect amont de tout ça. C'est-à-dire que pour qu'une pour qu'une conférence des parties se tienne, il faut d'abord que les scientifiques aient travaillé sur le sujet. Donc je vais vous expliquer justement aujourd'hui comment on peut mettre en évidence ce changement climatique en revenant dans le passé, d'où le titre « Enquête sur le climat passé », pour comprendre le pourquoi des changements que l'on constate maintenant et savoir un petit peu à quoi pourra ressembler nos climats futurs, et je le mets au pluriel parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de possibilités qui dépendent notamment des choix de nos sociétés, et notamment des choix qui découleront de la COP21. Voilà. Donc, merci. Donc, je vous propose donc un petit plan de mon exposé. On va passer très rapidement justement sur le GIEC, hein, donc le groupe des scientifiques qui travaillent sur le changement climatique au niveau international, pour que vous sachiez un petit peu qui fait quoi, hein, à quelle fréquence. Et on embrayera très rapidement sur la partie un petit peu climat passé pour comprendre réellement comment ce climat a évolué au fil des siècles, mais même au fil des millénaires. Vous verrez, on est obligé de remonter très loin pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Pour un météorologiste, travailler sur le passé, c'est se baser déjà sur des relevés. Le problème, c'est que les relevés purement météorologiques ne remontent que jusqu'à il y a 150 ans seulement. Alors, vous me direz, la météo, les Grecs en parlaient, les Égyptiens aussi, certes. Bon, lors du siècle des Lumières, certains scientifiques érudits ont travaillé justement sur les mesures météorologiques, mais la météorologie ne se conçoit que si elle s'organise en réseau. Il a fallu attendre, en fait, en gros, si je vous donne une date précise, c'est 1854. 1854 en France, ça a été un conflit dans lequel la France a été partie prenante, c'était la guerre de Crimée. La guerre de Crimée qui voyait les Français du côté des Anglais, pour une fois, c'était assez rare à l'époque, hein, contre les Russes. Et il y a eu à cette époque-là donc une bataille navale dans le port de Sébastopol qui a vu la défaite cinglante des marines anglaises et françaises. Ben, tout simplement, ils ont eu un gros désavantage, c'est que ce jour-là, il y a eu une effroyable tempête. Donc, l'avantage a été à ceux qui connaissaient le mieux le terrain, qui ont pu se mettre à l'abri, donc il y a eu énormément de pertes. Et Napoléon III, donc à l'époque, qui était quand même un chef d'État très, très érudit et très féru de science, s'est dit, mais comment ça se fait qu'au XIXe siècle, alors que la science a évolué, alors qu'on a inventé le télégraphe, qu'on ne soit pas capable de pouvoir prévoir l'arrivée de phénomènes météorologiques intenses. Alors, il a demandé au directeur de l'Observatoire de Paris, qui s'appelait Urbain Le Verrier, de réfléchir à faire progresser la météo. Et donc, Urbain Le Verrier a eu l'idée de s'appuyer sur, on va dire, les érudits locaux qui étaient globalement dans les communes. Vous aviez le curé et l'instituteur, hein, dont on était sûr qu'ils savaient consigner des relevés correctement sur les registres. Et ça a été le début des relevés, ça a été le début des réseaux météorologiques. Alors, bon, au niveau professionnel, ça a été la première station météorologique à Paris-Montsouris, par exemple, qui a commencé à faire des relevés à partir, en gros, de 1855 à peu près. Donc vous voyez, le recul sur des mesures météorologiques est relativement faible à l'échelle du climat. Donc comment peut-on faire justement pour aller plus loin dans le temps? Eh bien, on va dire les historiens et les climatologues vont travailler sur des éléments indirects qui vont nous fournir des renseignements sur ce que le climat pouvait être jusqu'à maintenant 700 000 ans en arrière. Il va y avoir déjà l'étude des carottes glaciaires. Alors, les carottes glaciaires qui sont prélevées soit en Antarctique, soit au Groenland, c'est très intéressant parce que ça nous renseigne sur le climat qu'il a fait. Les carottes glaciaires gardent donc des bulles d'air dont
dont les particularités chimiques, nous le verrons dans la diapo qui va suivre, varient selon le climat qui s'est produit à l'époque. Donc, qu'est-ce qui varie? Nous le verrons, c'est la teneur en gaz carbonique, c'est la teneur en méthane, c'est la teneur en protoxyde d'azote, etc. Nous le verrons. Voilà. Un peu moins connu, c'est le travail sur les cernes des arbres. Alors, il faut savoir que si on travaille sur des arbres de plusieurs centaines d'années, voire certains arbres qui peuvent être millénaires, il est intéressant de constater que les cernes vont être plus ou moins épaisses et que l'épaisseur des cernes, donc une cerne c'est 1 an, l'épaisseur des cernes va être liée à la pluviosité et à la température dans laquelle l'arbre a grandi. Également, on peut prélever dans les cernes des arbres des éléments, notamment de carbone 14, qui sont liés à l'activité solaire, donc liés également au climat. Donc vous voyez qu'on peut tout de même aller assez loin dans des recherches indirectes pour reconstituer le climat. Alors encore moins connu, c'est le carottage des coraux. Il faut savoir qu'un corail grandit de 1 mètre par siècle et que dans le squelette du corail va incorporer des éléments chimiques, alors le strontium, l'uranium, etc., dont la teneur va dépendre aussi de la température de l'eau dans laquelle le corail a grandi. Donc on peut reconstituer de la température passée des mers, justement, en faisant du carottage de l'eau. Voilà. Alors concrètement, je vais vous montrer une... Voilà. Alors n'ayez pas peur en voyant ce genre de croquis, hein, on va le détailler, je vais vous montrer quels sont les éléments importants à voir ici. Alors, je dirais peut-être une des courbes les plus importantes, c'est peut-être la courbe rouge, hein, qui est celle qui représente le taux de gaz carbonique, justement, enregistré dans un carottage glaciaire. Alors vous voyez qu'on revient bien en arrière, hein, on va, alors je vais essayer de, voilà, je ne sais pas si vous voyez, on voit là, oui. Bon, on va jusqu'à 700 000 ans en arrière, hein. Voilà, 700 000 ans en arrière. Alors qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Ben, on a l'impression de voir des cycles, on a l'impression de voir des moments où le taux monte, redescend, etc., etc. Bon, ce qui est vrai avec le gaz carbonique, c'est vrai aussi avec d'autres éléments. Là, par exemple, j'ai le méthane. Bon, là, on a de manière un peu plus hachée, on va dire, du protoxyde d'azote. Mais on a également un indicateur ici, qui apparaît en noir, qui est totalement corrélé à la température. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cet indicateur-là, on peut reconstituer la température. Et regardez, tout ce qui est en grisé ici correspond à des pointes. Donc, en fait, là, on a mis en évidence les périodes interglaciaires. D'accord? Là où on se retrouve dans les creux, on est dans les périodes glaciaires. Donc, rien qu'avec ce croquis, on arrive à matérialiser le fait que, on va dire, l'écart entre deux périodes interglaciaires, par exemple, est environ de 100 000 ans. Allez, c'est pas tout le temps la même chose, mais on peut essayer de retrouver cette période-là. Donc, vous voyez que le climat, depuis 700 000 ans, il a bougé. Il a bougé de manière naturelle. Ce qui est un peu moins naturel, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en se rapprochant de notre époque, donc du zéro, on se rend compte que la teneur en gaz carbonique, en méthane et en protoxyde d'azote n'a jamais atteint des valeurs aussi fortes auparavant. Donc là, il se passe quelque chose. Hein? On verra après, hein, évidemment, ce qui se passe. On se rend compte que nous sommes actuellement dans une période interglaciaire. Ça fait 20 000 ans qu'on a quitté la période glaciaire. Hein? L'âge de glace, hein, voilà, pour ceux qui ont regardé ces films-là avec leurs enfants, ben, c'est il y a 20 000 ans en gros. Hein, voilà. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, et c'est intéressant pour la suite, c'est qu'en moyenne sur le globe, la différence de température qu'il y a entre un âge glaciaire et un âge interglaciaire, en moyenne, tout compris, c'est environ 7 degrés Celsius, pas plus. Alors retenez bien ce que je vous dis, parce que quand on va parler ensuite de l'évolution du climat sur le XXIe siècle, vous mettrez un petit peu en parallèle ce que je vais vous annoncer et ce que je viens de vous dire là. Donc voilà un petit peu comment on revient en arrière et comment on montre des cycles naturels, et on verra que ce qui se passe actuellement se superpose au cycle naturel. Alors, on va faire un effet de zoom. On va s'intéresser à une période plus récente. Donc là, vous voyez, on revient en arrière, les années 2000 jusqu'au Moyen-Âge, en gros. Bon. Et là, vous voyez plein de courbes qui sont autant de courbes que d'études
qui ont été menées de par le monde pour reconstituer les températures. Alors évidemment, on n'a pas forcément besoin de reconstituer les températures sur les 150 dernières années, parce que comme je vous ai dit, on a des mesures. Mais avant les mesures, si on s'intéresse justement au carottage, aux cernes d'arbres, aux coraux, plus à plein d'éléments historiques que les climatologues et les historiens sont allés récupérer dans des archives de monastères, généralement ces archives se trouvaient surtout dans les églises, eh bien les scientifiques ont réussi à reconstituer ces courbes de température. Alors évidemment, pourquoi elles sont différentes? Eh bien parce que chaque scientifique de par le monde n'a pas travaillé sur les mêmes séries. Chaque étude a sa propre, son propre degré d'incertitude. Donc là, tout mis bout à bout, on voit un petit peu un ensemble, si vous voulez, qui montre le panel des possibles. Malgré tout, toutes les études convergent vers le fait que, si vous regardez bien, vers le Moyen-Âge, on a ce qu'on appelle l'optimum du Moyen-Âge. Donc tout montre qu'à cet endroit-là, on avait un peu plus chaud que, par exemple, vers l'an 1600 et quelques, sous Louis XIV, hein, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a coutume d'appeler le petit âge glaciaire, à ce moment-là. Et surtout, quand on arrive vers notre époque maintenant, on se rend compte que les températures n'ont jamais été aussi importantes sur les 1000, 1200, 1300 dernières années. Une chose que j'ai oublié de préciser pour la compréhension. L'échelle que vous voyez ici n'est pas graduée en température, mais elle est graduée en écart à la normale. Donc le zéro que vous voyez ici, c'est la normale actuelle. Alors c'est quoi cette fameuse normale dont on vous rebat les oreilles chaque fois que vous entendez le présentateur météo faire son speech le soir entre deux pages de pub? Eh bien, c'est la moyenne des températures ou de la pluie, mais en l'occurrence des températures ici, sur les 30 dernières années. Enfin, pour préciser, sur 3 décennies. La normale actuelle en vigueur, c'est la moyenne de toutes les températures de 1981 jusqu'à 2010. C'est la référence. Donc le zéro que vous voyez, c'est la référence actuelle. Et donc après, le reste est traité en écart à la normale. Voilà. Donc pour savoir si c'est plus chaud ou plus froid. Donc je préfère les préciser parce qu'on va montrer d'autres croquis où c'est présenté un petit peu de la même manière. Voilà, donc ce qu'il faut tirer de ça, c'est effectivement le fait que les températures n'ont jamais été aussi chaudes qu'actuellement. Alors, allons encore plus loin dans le zoom et intéressons-nous maintenant à ce qui s'est passé depuis le début des relevés, depuis 1850. Et globalement, on va dire depuis le début, enfin, depuis avant l'ère industrielle. Et là, ça devient très intéressant. Là, nous avons la courbe des températures de surface, la moyenne globale, hein, sur la Terre entière. En dessous, c'est représenté, c'est la même chose qui est représentée, mais c'est représenté par décennie. Et c'est intéressant de montrer ça parce que le GIEC a mis en évidence le fait que les 3 dernières décennies qu'on vient de vivre sont les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850. Ça, c'est clair. Et surtout, le GIEC montre qu'à l'échelle globale, on a pris 0,85 degrés, alors on est précis, hein, en moyenne, donc, en 130 ans, globalement. Alors, vous voyez ici, entre crochets, il y a marqué entre 0,5 et 1,6, c'est la marge d'incertitude, si vous voulez, du calcul. Mais en moyenne, retenez qu'on a pris globalement 0,8 degrés à l'échelle globale. Donc ce n'est pas anodin. On n'a pas besoin de regarder uniquement les températures pour comprendre qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une évolution. Beaucoup de météorologiques, de climatologues, de glaciologues sont intéressés par exemple à l'évolution de la couverture neigeuse au printemps dans l'hémisphère nord. Donc ils ont fait plusieurs mesures, hein, et puis ils ont fait des croquis pour montrer que cette évolution de la couverture neigeuse est en train d'être tirée vers le bas. Hein. Vous voyez, bon, ça apparaît clairement. Une chose qui apparaît clairement aussi,
c'est la chaleur de l'océan. Alors c'est intéressant aussi parce qu'on verra dans les conclusions que c'est surtout l'océan qui a le plus engrangé le surplus de température qu'on a accumulé ces derniers temps. 90% de la chaleur en trop qu'on a eu depuis pas mal d'années a été accumulée par l'océan. Donc c'est normal de voir un croquis où vous avez la chaleur de la température de l'océan qui monte très très fortement. On s'intéresse, alors on en parle beaucoup, sur l'extension des glaces de mer, donc de la banquise. On verra après quelques simulations. Mais là on n'est pas sur la simulation, on est sur le constat. On voit réellement que la courbe est en baisse constante. Et il suffit de regarder, d'écouter un petit peu les témoignages de glaciologues, de certains scientifiques qui sont allés faire des campagnes de mesure au niveau du pôle Nord pour se rendre compte qu'il se passe des choses inquiétantes. Et la montée du niveau de la mer, on la chiffrera après. Et vous voyez que là, depuis 1900, la montée du niveau de la mer est régulière. Alors pourquoi la mer monte? Je me pose la question, pourquoi elle monte? Il y a moins de neige. Alors, voilà, il y a deux choses. Voilà, effectivement. Il y a le fait que les glaces fondent. Mais lesquelles glaces? Voilà. Voilà, donc on va tordre le cou à une idée reçue. Bon, on entend parfois beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. Effectivement, ce qui fond sont les glaces de terre, c'est-à-dire les glaciers, la calotte du Groenland, l'Antarctique. Évidemment, ça fond, ça va dans la mer, ça fait monter le niveau des mers. Alors, il faut bien imaginer que si, par exemple, tout le Groenland fondait, ce serait 7 mètres de plus. Alors, bon, on n'en est pas là, mais enfin, c'est pour se donner une idée. En revanche, ce n'est pas parce que la banquise fond que la mer augmente. Je prends toujours le cas, ça fait toujours sourire, mais bon, c'est le glaçon dans le Ricard, vous mettez le glaçon, quand le glaçon il a fondu, le verre il ne déborde pas. D'accord, voilà, donc le glaçon il est déjà dans le muscle. Voilà. Et puis il y a une autre raison, c'est la température de la mer augmente. Si vous augmentez la température d'un corps, quel qu'il soit, vous augmentez son volume. Voilà. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles nous avons une augmentation du niveau de la mer. Alors, maintenant revenons un petit peu à des considérations plus locales. Je vous ai mis des courbes issues des données de Bourges. Alors les données de Bourges, réellement, nous les avons en continu depuis 1913. On reparlera après de Moreau si vous voulez, mais c'est à lui qu'on doit les premiers relevés à Bourges. Bien. Malgré tout, avec des travaux qu'on appelle les travaux d'homogénéisation, on a réussi à remonter à la fin du 19e siècle. Je vous expliquerai dans la diapo suivante ce que c'est l'homogénéisation des données. Donc, à partir de ces données, voilà ce qu'on peut en tirer. Alors, on va s'intéresser d'abord à la courbe qui est au milieu. La courbe qui est au milieu, ce sont les températures moyennes à Bourges, c'est-à-dire c'est quoi une température moyenne? C'est on prend la température la plus basse de la journée, la température la plus haute, on fait la somme, on divise par 2, on a la température moyenne. Voilà. Et donc là, vous avez la moyenne des températures moyennes par an. Donc vous voyez la courbe rose, en fin de compte, vous voyez que la température, selon les années, parfois c'est chaud, parfois c'est froid. On ne peut pas avoir grand-chose, il y a un signal qui est assez bruité, on va dire. Mais si on lisse un petit peu cette courbe, c'est-à-dire si on moyenne cette courbe de manière glissante, ça permet de montrer que là, et notamment sur les quelques dernières décennies, eh bien, la courbe de Bourges est en train de grimper à des hauteurs qu'elle n'avait pas atteintes jusqu'à présent. Alors, pour préciser quand même les choses, c'est 1,3 degré qu'on a pris en 135 ans. Alors, vous me direz, mais attendez, tout à l'heure, vous m'avez dit, je vous ai dit 0,85 degrés. Oui, mais à l'échelle globale, c'est-à-dire terre et mer confondues. Là, on est à Bourges sur un continent. Le réchauffement sur les continents est plus fort que le réchauffement global. D'accord? Donc, un réchauffement en 135 ans de 1,3 degré qu'on constate à Bourges sur les températures moyennes est totalement représentatif de ce qui se passe en France. On n'est ni plus ni moins, globalement. Alors là, on s'intéresse uniquement à la température moyenne, mais on peut s'amuser à regarder ce qui se passe sur les températures, par exemple, uniquement du matin ou uniquement de l'après-midi. C'est-à-dire cette accélération de la température, mais est-ce que c'est plutôt la nuit, est-ce que c'est plutôt le jour? Eh bien, regardons un petit peu.
Intéressons-nous à la courbe du bas, qui sont donc les moyennes annuelles des températures minimales, dans ce cas-là. Eh bien là, on voit clairement que l'augmentation est beaucoup plus forte. On a pris plus de 2 degrés en 135 ans, et avec une accélération sur les 35 dernières années, puisqu'on a quand même 1,4 degré de plus sur les 35 dernières années. Donc ça veut dire que le réchauffement existe, mais il est encore plus important sur les températures nocturnes. Alors forcément, sur les températures diurnes, il existe, mais seulement de 0,4 degrés en 135 ans. Voilà. Donc retenons effectivement réchauffement chez nous, 1,3 degré en moyenne, mais surtout marqué la nuit. Alors, là, je vais m'arrêter un petit peu sur cette notion d'homogénéisation, parce que les climato-sceptiques, alors on les entend moins maintenant, on en parlera après si vous voulez, mais un des premiers arguments qu'ils ont donné à l'époque où ils étaient un peu plus présents, c'était de dire, mais vous mettez en évidence les températures qui augmentent. Mais on sait très bien que vos séries de mesures, un coup elles ont été à tel endroit, un coup elles ont été à un autre, un coup elles ont été mesurées avec des thermomètres manuels, après avec des sondes automatiques. Donc ce que vous en tirez comme évolution, ce n'est pas scientifiquement correct. Sauf qu'ils ont oublié quelque chose, c'est qu'on a quand même anticipé, quand même des scientifiques, et on essaye de présenter quelque chose qui soit correct. Donc, un des gros travaux de Météo France, c'est l'homogénéisation des séries de mesures. C'est-à-dire, on part du principe que si on veut travailler sur des séries suffisamment longues, ininterrompues et comparables dans le temps, on est obligé de tenir compte du fait qu'il y a eu, à Bourges par exemple, des lieux différents où ont été mesurées les températures. Donc, par exemple, à Bourges, il y a eu des capteurs qui ont été installés, par exemple, à l'époque, alors à la fin du 19e, au niveau de Nécluse, à l'école normale, etc., à l'observatoire de la Mémoreux, plus tard à l'aéroport, et puis maintenant à la station météo où elle se trouve. Les premières mesures étaient, comment dire, incomplètes. Donc, il a fallu faire tout un travail, si vous voulez, un travail statistique pour pouvoir faire en sorte de créer une seule chronique de température qui tienne compte des différents endroits et des changements de capteurs. Donc, je ne vous expliquerai pas comment ça se fait, c'est un petit peu complexe, mais la série est homogénéisée, et donc c'est comme s'il y avait une seule série à un seul endroit, mesurée de la même manière. Alors, voilà ce que je vous ai dit. Je vous montre un petit peu l'historique. Hein. Vous avez les deux photos. Alors, une photo assez célèbre de là-haut, hein, c'est rue Ranchaud. Il n'existe plus le bâtiment, c'était le bâtiment de la Mémoreux. Voilà, le bâtiment, l'observatoire qui avait été construit dans le style mauresque hein, de l'époque, vu que Théophile Meureux avait pas mal travaillé justement en Tunisie. Vous voyez ici la Mémoreux en train de faire ses relevés. Voilà. Et donc, la première station météo professionnelle de Bourges, c'est fin 1944, à la Libération. Hein. Elle a été mise en place par un lieutenant de l'armée française qui a mis en place la station. Elle a déménagé en 1967 à l'endroit où elle est actuellement. Voilà. Alors, toujours dans la considération locale, ça vous parle, hein. Évidemment, ça parle à tout le monde. Mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu comment les cultures réagissent par rapport au changement climatique. Alors, bon, je remercie le service technique de la CICAVAC, donc qui est on va dire le service technique des Vennes Sancerre, qui m'avait fourni les dates de bande des vendanges depuis 1966 ou 65, j'arrive pas à voir. Bon, vous voyez un petit peu hein, que on a une tendance très très nette à avoir des dates de vendange de plus en plus précoces. Si les dates de vendange sont de plus en plus précoces, c'est que le raisin a subi des températures de plus en plus fortes. D'accord hein, ce qui n'empêche pas qu'il y a toujours hein, des hauts et des bas, hein, mais on regarde toujours une tendance. Et c'est là où je vais faire une petite aparté aussi. Quand on parle de climat, ne confondons pas climat et conditions météorologiques. Et là, les climato-sceptiques s'engouffrent beaucoup dans la brèche. Hein. Une condition météorologique, c'est quoi? C'est le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est le temps qu'il fera demain. C'est aussi celui qu'il a fait cet été. C'est le temps qu'il fait sur une petite période.
Quand on parle de climat, je vous ai dit 30 ans. 30 ans donnés, c'est une moyenne de tout ça. Donc on est sur un temps long. On n'est pas à la même échelle de temps. Donc quand on dit que c'est le climat qui change, c'est bien cette moyenne glissante de 30 ans qui change. Mais ce n'est pas parce qu'un hiver, je ne sais pas, 2009 aura été froid, que ça remet en cause le changement climatique. Voyez? Et pourtant, c'est ce qu'on a entendu. Hein? Il y a eu un ancien ministre, bon bref, voilà, qui s'est engouffré là-dedans en disant, mais regardez, 2009 a été un hiver très froid, donc le changement climatique, c'est de la foutaise. Je vous montrerai tout à l'heure, et si je n'y pense pas, vous me faites penser, une carte à l'échelle globale qui vous montre que c'était tout sauf ça. Voilà. Donc, faites attention. Voilà. 20 jours d'avance par rapport à il y a 45 ans au niveau des vendanges. Voilà. Alors, maintenant qu'on a mis un petit peu en évidence ces changements, donc constatés depuis 700 000 ans, à l'échelle globale, à l'échelle locale, sur nos séries de mesures, etc., eh bien, on peut faire un petit point, là, de ce que le GIEC met en évidence. Donc, le GIEC, lors de son dernier rapport, il met en évidence que l'atmosphère s'était réchauffée. Alors, vous me direz, vous n'apprenez rien. Ce qu'on apprend quand même, c'est que les 3 dernières décennies sont les plus chaudes depuis un siècle et demi, et que, ce qui est intéressant aussi, la période de 83-2012 est probablement la période de 30 ans la plus chaude depuis 1400 ans. Donc là, déjà, on se dit, il y a quelque chose qui est en train de frétiller, vous voyez. L'océan s'est réchauffé. Comme je vous disais, il engrange 90% de l'énergie supplémentaire qui a été accumulée entre 1971 et 2000. Rappelez-vous le schéma que je vous ai montré, c'est clair. Bon. La quantité de neige et de glace a diminué. Ça, c'est clair aussi. Le niveau de la mer s'est élevé. Alors là, on donne un chiffre. Le chiffre donc moyen, c'est presque 20 cm qui ont été pris entre 1901 et 2010. Bon, vous savez très bien, en regardant l'actualité, que certains endroits du monde, notamment des atolls de Polynésie ou d'ailleurs, s'inquiètent justement de la montée de la mer. Bon, on parle de réfugiés actuellement. Bon, ces réfugiés, malheureusement, ce n'est pas forcément encore les réfugiés climatiques, mais il ne faudrait pas que ça arrive plus vite qu'on pourrait le penser. Et donc, bien sûr, le taux de carbone et des gaz à effet de serre, et ça on y reviendra après, est en train d'augmenter. Voilà. Donc ça c'est le constat sur ce qui s'est passé. Donc maintenant qu'on a fait le constat sur ce qui s'est passé, on va essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Voilà. Donc, pourquoi ça s'est passé? À quel facteur peut-on attribuer ces changements climatiques? Eh bien, le premier facteur, c'est d'abord le facteur naturel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre non plus... Enfin, on va voir que l'homme y est pour quelque chose, mais si le climat varie, c'est d'abord qu'il y a des paramètres naturels qui varient. Alors, moi, je vais essayer de faire simple, mais bon, il y a un scientifique qui s'appelait Milankovitch qui a mis en évidence la variation de paramètres orbitaux de la Terre. Alors, on va commencer par expliquer celui d'en bas, c'est peut-être le plus simple. L'orbite de la Terre autour du Soleil n'a pas forcément toujours la même forme. Parfois, elle peut être presque circulaire, parfois, elle va être un peu plus elliptique, donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, alors à un moment donné, ça ne change pas tous les ans, on est sur des périodes de plusieurs dizaines de milliers d'années, mais à des moments, donc, au même moment, si vous voulez, si on compare sur plusieurs milliers d'années, la Terre va être plus ou moins près du Soleil. Donc forcément, l'énergie reçue va être plus ou moins forte, donc ça va forcément avoir des conséquences sur les températures, sur le climat. Donc ça se comprend très bien. Celle du dessus, qui peut se comprendre aussi, c'est que la Terre, l'axe des pôles, est légèrement penché. Alors, comment dire, l'axe des pôles, quand on regarde, il suffit de vous acheter un globe terrestre pour vos enfants, vous vous rendez compte que le globe terrestre, on vous le présente penché. C'est tout simplement qu'il y a un angle entre la perpendiculaire au plan de l'écliptique. Alors, le plan de l'écliptique, c'est le plan des rayons du Soleil, si vous voulez. Et actuellement, il y a 23 degrés et 27 minutes d'angle entre la perpendiculaire et l'axe des pôles. Bon. Sauf que cet angle, il varie, lentement aussi. Donc, comme il varie, un point donné de la Terre va être plus ou moins éclairé
hein, bien sûr par le soleil, donc du coup on va avoir des températures qui vont être plus ou moins fortes selon qu'on va avoir qu'on va être dans une configuration ou dans une autre. Le troisième qui est un peu plus compliqué si vous voulez, et c'est pour ça qu'on a mis une petite toupie à côté. C'est vrai que si vous lancez une toupie, alors quand elle tourne très vite, elle va être droite sur son axe. Mais quand elle commence à tourner plus lentement, vous voyez qu'elle penche et puis qu'elle penche dans tous les sens. Ben, c'est un petit peu l'idée de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, notre Terre dont l'axe d'épaule est penché par rapport à la perpendiculaire, donc par l'écliptique, c'est pas toujours dans le même sens. Voilà. Donc du coup, lors de la rotation de la Terre autour du Soleil, eh bien, un point donné ne va pas forcément être éclairé de la même manière, ne va pas forcément recevoir la même énergie. Donc tout ça mis bout à bout, hein, je passe assez vite, tout ça mis bout à bout fait que on va avoir sur un point donné de la Terre plus ou moins d'énergie qui va arriver. Et ça explique tout simplement les périodes glaciaires et interglaciaires. Hein, voilà. Rappelez-vous le premier schéma que je vous ai montré. Hein, voilà. Les périodes glaciaires et interglaciaires, on va dire des périodes 100 000 ans entre deux périodes glaciaires ou interglaciaires, eh bien c'est dû à ces paramètres orbitaux qui varient et c'est totalement naturel. L'homme n'y est absolument pour rien là-dedans. D'accord? Mais si on se soucie uniquement de ces paramètres orbitaux, ça ne va pas nous expliquer pourquoi la température a tellement augmenté ces derniers temps. Hein? Bon. Donc il faut aller peut-être chercher ailleurs. Alors, avant d'aller chercher ailleurs, j'ai oublié celle-là, parmi les éléments naturels qui influent sur le climat, hormis les paramètres orbitaux, il ne faut pas oublier certains éléments naturels liés au volcanisme. Alors ça, le volcanisme, on peut pas c'est dur à prévoir, et puis il n'y a pas de périodicité sur le volcanisme. Mais regardez par exemple, voilà, là vous aviez, c'était en 1980, je ne sais pas, 82 vraisemblablement, l'éruption d'un volcan El Chichón, qui est un volcan d'Amérique du Sud. Alors, grosse éruption, vous voyez. Et donc ça s'est traduit par quoi? Eh bien, ça s'est traduit par, alors, dans la basse atmosphère, c'est-à-dire au niveau du sol, hein, on a eu pendant 2 à 3 ans une baisse de température assez marquée. Et ça, cette baisse de température a été due au fait que les cendres volcaniques se sont dispersées, si vous voulez, en haute altitude, et qu'il y a eu donc une baisse du rayonnement du Soleil qui est arrivée jusqu'à la Terre. En revanche, si on regarde les températures qui ont été mesurées dans la basse stratosphère, c'est-à-dire aux alentours de 20 km, eh bien là on avait le contraire. Hein, parce que du coup, les poussières volcaniques qui étaient dans cette basse stratosphère ont eu tendance à capter justement l'énergie du Soleil et la transformer en chaleur, non pas au sol, mais en haut. Donc on voit vraiment l'impact de phénomènes naturels, hein, qui ne sont pas orbitaux, mais qui sont des phénomènes volcaniques. Vous avez exactement la même chose ici, c'est le Pinatubo. Et dans les deux cas, on a un effet qui a été un refroidissement en surface relativement faible, hein, 2 dixièmes, 4 dixièmes pendant 1 à 2 ans. Mais 2 dixièmes, 4 dixièmes à l'échelle du climat et à l'échelle de la Terre, c'est déjà beaucoup. Vous voyez? Donc là, avec les deux notions orbitales et puis volcaniques, on a les deux éléments naturels qui régissent, on va dire, les grandes évolutions climatiques. Et puis, c'est là qu'on commence à parler de l'effet de serre et de l'influence de l'homme, justement, sur le climat. Alors, l'effet de serre, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que, il ne faut pas oublier que le Soleil est à la base, bien sûr, de la température qu'on a sur la Terre. Il nous envoie son rayonnement, ces rayons du Soleil, dans le domaine du rayonnement visible, c'est pour ça qu'on le voit. Donc, le rayonnement du Soleil, en fin de compte, le rayonnement, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que le rayon du Soleil, il n'a pas de chaleur, lui, il a de l'énergie, d'accord? Et quand le rayon du Soleil touche la Terre va transformer ce rayonnement en chaleur. Très bien. S'il n'y avait pas d'atmosphère du tout, voilà, ça y est, je vais trop vite. S'il n'y avait pas d'atmosphère du tout, la Terre émettrait elle-même un rayonnement, cette fois en infrarouge, et on en perdrait encore plus qu'on en a gagné. Donc on serait invivable, je veux dire, il n'y aurait pas de vie sur Terre. On a une atmosphère. Et comme on a une atmosphère, eh bien, l'atmosphère va avoir pour caractéristique, justement, grâce à la présence de gaz à effet de serre, et le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau,
bien sûr le gaz carbonique en fait partie, bien sûr, mais la vapeur d'eau, les premiers gaz à effet de serre, eh bien, ces gaz à effet de serre vont avoir comme caractéristique de pouvoir renvoyer vers la Terre une certaine partie du rayonnement que la Terre émet vers l'atmosphère. Donc vous voyez un petit peu ce schéma, la Terre émet de l'infrarouge vers l'atmosphère, donc perd d'énergie, mais une partie est renvoyée vers la Terre. Et quand on fait le bilan de tout ça, c'est magique, on a en moyenne 15 degrés sur la Terre. Si on n'avait pas l'effet de serre naturel, on aurait moins 18 degrés, ce ne serait pas vivable, parce que tout simplement, il n'y aurait pas de liquide. On est d'accord? Voilà. Donc c'est très bien l'effet de serre. Voilà. Ce qui n'est pas bien, nous allons le voir sur la prochaine diapo, c'est quand on rajoute des éléments dans l'atmosphère qui accroissent l'effet de serre. Et là, regardez ce schéma. Il semble complexe, mais il ne l'est pas tant que ça. Ce schéma est issu d'une étude qui a été menée par un climatologue américain, M. Chambers, qui a fait des études entre mars 2000 et mars 2004, donc des études de rayonnement à l'échelle globale. Il a calculé ce que la Terre gagnait, enfin ce qui arrivait au sommet de l'atmosphère, en termes de watts par mètre carré, ce qui était absorbé par la Terre, ce qui était renvoyé par les nuages, ce qui était réfléchi par la surface. Vous voyez, il est allé loin, il a fait vraiment ce qu'on appelle un bilan radiatif complet. Ce que la Terre émettait en infrarouge, ce qui était capté par les nuages, et ce que les nuages et l'effet de serre ont renvoyé. Ce qu'on appelle un bilan radiatif. Et il a fait le compte. Et normalement, si tout va bien, on devrait avoir l'équilibre. Parce que la nature est bien faite, la nature elle aime bien l'équilibre. Eh bien, on va compter. Alors, la Terre, elle gagne. Ce que j'ai mis là, c'est le baratin, c'est ce que je viens de vous dire. Atteint-on réellement l'équilibre? Alors, bilan radiatif au sol. Elle gagne 161, bon, bref, peu importe les chiffres. Elle perd une partie par ce qu'on appelle chaleur sensible, c'est-à-dire le sol qui se réchauffe et puis ça monte dans l'atmosphère. Ce qu'on appelle la chaleur latente, c'est-à-dire les changements d'état de l'eau, c'est une perte également d'énergie. La grosse perte due à l'émission infrarouge de la Terre. Le gain grâce au gaz à effet de serre qui renvoie une partie vers la Terre. Quand on fait tout ça, on devrait avoir 0. Sauf que, on a plus 1. Attendez, là on est en 2004. M. Chambers aurait fait, à mon avis, la même étude entre 2010 et 2014. Je pense qu'il serait plus à 2 watts par mètre carré. Et ça, c'est ce qu'on appelle un forçage, c'est-à-dire c'est un déséquilibre. Donc, à partir du moment où on déséquilibre un système climatique, eh bien, on oblige le système à, comment dire, à rechercher un autre équilibre. Et la seule manière que le système a de chercher son équilibre, c'est d'augmenter sa température, bien entendu. Et donc, l'augmentation de température est bien due à ce qu'on appelle un forçage radiatif, qui est dû au fait qu'il y a trop de gaz à effet de serre. C'est-à-dire le 333 qu'on voit, ça devrait être 332, réellement. Vous voyez? Voilà. Donc, ce déséquilibre est la conséquence de l'augmentation de la concentration du gaz à effet de serre. Et donc, augmentation de la température pour compenser. Voilà. Alors, quels sont les gaz à effet de serre qu'on a dans l'atmosphère, et quels sont ceux qui augmentent? Alors, je rappelle que le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Bon, elle, a priori, elle augmente ou pas de raison, voilà. Mais l'augmentation de la concentration en gaz carbonique, bien sûr, provient de la combustion des énergies fossiles, ça vous vous en doutez, et aussi, bien sûr, à la déforestation. Si on continue à couper les arbres de l'Amazonie, on enlève la possibilité qu'ont ces arbres de capter le gaz carbonique. Parce que les plantes captent le gaz carbonique, l'océan aussi capte le gaz carbonique. Mais il en capte tellement d'ailleurs, le gaz carbonique, qu'il est en train même de s'acidifier. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la faune aquatique, mais je me dis que si ça s'acidifie, j'imagine que les écosystèmes marins vont réagir d'une certaine manière. Ce n'est pas mon domaine, mais on peut le penser. Augmentation de la concentration en méthane, donc dans les gaz à effet de serre. Donc ça vient de la culture intensive de rizières, ça vient des ruminants aussi, les fameux rots de vache. Voilà.
pas les P, paraît-il, c'est les Rho. Voilà. Aussi, je ne suis pas spécialiste non plus des bovins. Là, je me dis comme m'a dit de dire. Hein. L'augmentation en protoxyde d'azote, c'est l'utilisation intensive d'engrais azotés. Alors bon, là on va dire que ça a été surtout vrai dans les années 70. Après, bon, il y a eu des prises de conscience, ça s'est un petit peu calmé, mais malgré tout, quand on envoie des gaz dans l'atmosphère, ils ne s'atténuent pas d'un coup. Hein. Alors, c'est très bien de dire, on a identifié des responsables, mais encore faut-il le prouver. Et c'est là que justement, on va commencer à parler justement des moyens de calcul du changement climatique. Alors, les climatologues disposent, dans tous les pays, bon, on parlait de la France, au niveau de Météo France, on a des supercalculateurs qui nous permettent de scénariser le changement climatique. C'est d'ailleurs grâce à ça que je vous montrerai des scénarios pour le XXIe siècle. Mais la première des choses, c'est qu'avec ces supercalculateurs, avec ces programmes, on arrive à pouvoir reconstituer ce que le climat a été, comment il a évolué. Et justement, c'est intéressant parce que regardez ce croquis, vous avez, allez, de manière simple, hein, en noir, vous avez l'évolution de la température telle qu'elle a été constatée. Et vous avez en fait deux simulations. Une simulation qui a été faite en bleu, en ne prenant en compte que des facteurs naturels, uniquement. Je rappelle, les facteurs naturels, ce sont des facteurs orbitaux, c'est le volcanisme, etc. On va rajouter l'activité solaire, enfin plein de choses comme ça, où l'être humain, je veux dire, n'est pas responsable. Eh bien, la simulation réussissait à peu près reproduire ce qui se passait au début du XXe siècle, mais alors sur la fin, il est dans les choux. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de facteur humain, on aurait dû avoir ça. On aurait dû avoir une température qui aurait été relativement stable. En revanche, la simulation a montré que si on mettait des facteurs humains, naturels et humains, donc c'est-à-dire la concentration excessive en gaz à effet de serre, eh bien, on réussissait à reproduire ce qui s'est passé. Et c'est grâce à ce genre d'études que le GIEC a écrit, dans son dernier rapport, 95% de certitude que l'influence humaine soit la principale cause du réchauffement. Voilà. Alors vous savez, bon, les scientifiques sont toujours prudents, hein. 100%, ça n'existe pas, on peut toujours se donner une petite marge, mais il faut savoir que le dernier rapport de 2007, c'était 90%. Donc on en est, c'est en termes diplomatico-scientifico-GIEC, on va dire, c'est très vraisemblable. Voilà. Sur la France, justement, la même chose faite sur la France. Hein. Vous retrouvez ici donc la courbe des températures réellement observées en noir et les deux simulations, la simulation en bleu avec le modèle sans facteur humain, le modèle avec facteur humain en plus de naturel, et on voit que celui qui reproduit le mieux, et encore il n'arrive pas à le reproduire tout à fait bien, hein, l'augmentation de température, c'est bien celui qui prend en compte l'impact de l'augmentation des gaz à effet de serre, justement. Voilà. Voilà, donc là pour l'instant, on a bien d'évidence que le climat avait changé, on l'a vu avec les différentes courbes à toutes les échelles de temps et d'espace. On a vu qu'on attribuait les changements climatiques à l'augmentation des gaz à effet de serre, qui a priori sont plutôt d'origine humaine. Maintenant qu'on sait ça, on va s'intéresser au climat. Que va devenir le climat? C'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, que va devenir le climat? Pour ça, on va travailler, bon, ça c'est juste pour faire joli, hein, cette diapo, on va travailler justement avec les moyens que nous offre la puissance informatique de maintenant. C'est-à-dire les supercalculateurs, notamment ceux de Toulouse, nous permettent actuellement de faire des calculs 1 million de milliards d'opérations par seconde. Vous voyez à peu près. Mais cette puissance-là est nécessaire pour pouvoir justement faire tourner des modèles. Et c'est quoi des modèles? Ce sont des programmes qui simulent l'avenir de quelque chose. Alors on utilise les modèles pour prévoir le temps pour demain, bien sûr. Mais ce ne sont pas les mêmes modèles qu'on va utiliser pour prévoir, pour simuler le climat. Parce que le temps pour demain, c'est quoi? On prend le temps mesuré, on prend les paramètres du temps mesuré dans tous les endroits du globe, par exemple aujourd'hui à 12 heures, et à partir de cet état initial, on fait tourner des équations et on va déterminer le temps qu'il fera demain ou après-demain. Sauf que là, pour le modèle climatique, on va être obligé de partir d'un état initial qui est le climat, mais le climat sur 30 ans.
tenir compte des activités solaires, de l'activité volcanique, que tenir compte de l'activité humaine, et c'est là où ça devient compliqué. Parce que, qu'est-ce qu'on sait de l'activité humaine future? C'est ça le hic. Alors, juste pour vous montrer l'évolution quand même depuis 1910 jusqu'à nos jours, des modèles climatiques quand même. Hein. Alors, sans rentrer trop dans les détails, vous voyez que quand on travaillait en 1910 sur des modèles climatiques, c'est la simulation du climat, on ne faisait que travailler en fait sur un modèle qui prenait en compte l'atmosphère, très bien, bon voilà, ça n'allait pas plus loin. Mais pourquoi on ne pouvait pas en mettre plus? Parce que la puissance informatique ne le permettait pas. Plus on se rapproche maintenant des années 2010, plus on se rend compte que les modèles se complexifient. C'est-à-dire qu'on fait rentrer justement dans les scénarios des choses liées, par exemple, à l'occupation des sols, la surface terrestre, l'interface océan-atmosphère, des aérosols, du cycle de carbone, de la chimie, etc. Donc, on peut faire rentrer plein de choses parce que la connaissance, si vous voulez, de cette interaction devient de plus en plus importante au niveau des scientifiques, et surtout parce que les ordinateurs sont de plus en plus puissants pour le faire. Voilà. Donc maintenant, on travaille vraiment avec des choses qui sont robustes. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un nouveau GIEC tous les 6 ans, parce qu'il y a des progrès de la science, tout simplement aussi. Hein. Voilà. Alors, c'est là où on va rentrer dans les scénarios du GIEC. Alors ça, c'est très important à comprendre, vous en avez sûrement entendu parler, mais c'est le choix des possibles. Simuler le climat, c'est évidemment travailler sur les éléments naturels qui régissent le climat, mais également c'est prendre en compte l'activité humaine. Que sait-on de l'activité humaine future? Ça, on n'en sait rien. Ça dépendra justement de ce que vont décider nos chefs d'État dans 2 mois, par exemple. Est-ce qu'on va réduire les gaz à effet de serre? Est-ce que tout le monde va s'en ficher et puis en fin de compte, on va continuer à polluer joyeusement? Eh bien, les gens du GIEC ont simulé les 3 solutions, enfin plusieurs solutions. Alors, la solution la pire qui apparaît en rouge, ce qu'on appelle le RCP 8.5, vous verrez pourquoi après 8.5, hein, c'est la trajectoire, que j'appelle la pessimiste. C'est-à-dire ce sera la trajectoire, si vous voulez, d'émission de gaz à effet de serre si personne ne fait rien. Donc vous voyez, hein, on est quelque part ici, hein, on est en 2010, là-bas, voilà, ça continuerait à augmenter, hein, et tout ça serait associé donc à un forçage. Rappelez-vous, le fameux plus 1 machin. Et bien là, on arriverait à un plus 8,5. Donc le plus 8,5 de forçage en watts par mètre carré, ce serait forcément contrebalancé, bien entendu, par une augmentation de température. Alors là, après, je vous montrerai des simulations d'augmentation de température liées à ça. Mais pour l'instant, on est sur les scénarios socio-économiques, si vous voulez. On va s'intéresser aussi à l'autre, là, le bleu. Alors le bleu, c'est le sympa. Alors lui, c'est ce que j'appelle donc l'optimiste. Hein. C'est tout le monde, là, à la sortie de la COP 21 à Paris, tout le monde a fait l'effort de faire des promesses, et tout le monde a tenu ses promesses, ce qui n'est pas forcément évident. C'est-à-dire tout le monde n'a pas forcément fait des sourires pour la photo. Non, je dis ça parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui avait organisé des COP, et malheureusement, l'objectif final de beaucoup de COP était de réussir la photo. Voilà. Non, mais enfin bon, bref, je vais faire la parenthèse. Donc j'espère que ce sera un peu plus ambitieux que ça. Hein. Donc ce qui serait bien, hein, ce serait ça. Hein. C'est-à-dire une augmentation des gaz à effet de serre, et après une baisse. Une baisse parce qu'on commencerait à limiter drastiquement les émissions. Hein. Ce serait super. Dans ce cas-là, c'est le scénario RCP 2.6. C'est-à-dire qu'au moment où il serait culminant, on aurait un forçage de 2,6. C'est-à-dire tout de même un forçage. Hein. Il n'y a aucun scénario qui vous propose quelque chose qui serait un forçage négatif. Hein. Là, ne croyez pas. Et puis forcément, il y a des scénarios intermédiaires. Pour ne pas complexifier, on va s'intéresser, nous, dans la suite de l'exposé, à, on va dire, celui-là, hein, et celui-là. Voilà. Le pessimiste et l'optimiste. Bon. Alors, pour faire, bon, ça je vais passer assez vite, hein. Vous avez ici le détail de ces scénarios-là, hein, voilà, hein, donc c'est pour ça que, vous voyez, 8,5 par mètre carré, stabilisation pour certains, croissance, etc. Bon, ça explique avec un tableau ce que je vous ai expliqué plus ou moins avec les mots. Je passe.
ce qui est intéressant de voir, alors là, elle me plaît bien celle-là, c'est revenir un petit peu en arrière. Si on se souvient, donc il y a eu un GIEC 2007, il y a eu un GIEC 2001, et lors du GIEC 2001, forcément, les scientifiques eux-mêmes, enfin, je veux dire, les gens du GIEC, ont prévu des scénarios socio-économiques, évidemment. Ils n'avaient pas le même nom, mais ils ressemblaient à ça, vous voyez. Hein, c'est-à-dire il y avait plusieurs trajectoires. Il y avait une trajectoire bleue qui était la sympa, une trajectoire rouge ou encore même pire, etc. Et on se rend compte que par rapport aux trajectoires de limitation ou d'augmentation de gaz à effet de serre prévues à l'époque, eh bien, la réalité de l'augmentation réelle donc des gaz à effet de serre était très proche des pires scénarios. Donc, quand on est en train de dire, là, il serait temps de s'y mettre, on est en 2015, il serait temps de s'y mettre, ben, moi je dirais, ça aurait été bien de s'y mettre beaucoup plus tôt. Parce que quel retard a été accumulé. Non mais c'est super, si les gens arrivent en disant, ben, tiens, on va réduire de 40%, etc., à l'horizon 2030, c'est super. Mais quel retard, quel retard. Si ça vous intéresse, vous allez voir sur le site développementdurable.gouv.fr, rubrique GIEC, vous avez pour chaque scénario les moyennes de température associées pour un horizon, on va dire, moyen, et un horizon lointain, vous voyez, avec la plage probable des possibles. Et pareil, on a même les simulations pour chaque scénario d'augmentation du niveau de la mer. Voilà, donc ça vous donnera une petite idée. Mais plus concrètement, intéressons-nous de manière visuelle à ce que ça peut donner. Alors là, on est déjà dans la simulation. Donc, selon qu'on va choisir une politique d'atténuation ou pas, on va avoir le choix entre un monde qui a un futur changé, hein, c'est-à-dire 1-2 degrés d'augmentation, bon, c'est un changement climatique, 4 degrés ou plus, c'est un bouleversement. D'accord? Parce que l'homme, peut-être, il peut réussir à s'adapter, et encore, mais la nature, ben, elle va faire ce qu'elle pourra. Donc voilà à quoi pourrait ressembler l'augmentation de température à l'échelle du globe dans le cadre d'un scénario optimiste. Il y aurait globalement une augmentation de la température partout, sauf dans ce coin-là où c'est un peu moins évident, mais tout simplement parce que là c'est l'origine du Gulf Stream ici. C'est l'enfoncement des eaux froides qui génère le Gulf Stream. Donc il se pourrait que là ce soit un petit peu moins chaud, moins augmenté ici. Mais regardez quand même qu'au niveau des pôles, c'est là où l'augmentation serait la plus forte. Malgré tout, elle sera limitée parce qu'on est sur le scénario sympathique. Dans le cas du scénario pessimiste, vous voyez que là, dans certains endroits, bon, sur la France par exemple, on verra après de plus près, hein, évidemment, hein, on est sur de l'augmentation autour des 4 degrés, on les retrouve les 4 degrés. Mais regardez un petit peu l'augmentation, oh ça va trop vite, l'augmentation qu'on a hein, au niveau des pôles. L'augmentation qui dépasse 10 degrés. Donc vous voyez un petit peu l'impact que ça peut avoir sur la banquise, l'affaire. On regardera des simulations sur la banquise. En termes de précipitation, alors en haut c'est les mêmes schémas que je vous ai montrés, mais en bas. Alors, on peut se dire, on augmente la température. Si on augmente la température, on augmente le cycle de l'eau. C'est-à-dire, on augmente le potentiel d'évaporation de la mer. Bon, si on raisonne comme ça, on pourrait se dire, ben donc il va pleuvoir plus. Ouais, sauf qu'on oublie que l'évaporation c'est une chose, mais il y a le transport atmosphérique. Donc on ne peut pas faire un lien direct avec je réchauffe et il pleut plus. Donc la difficulté justement, c'est de scénariser où est-ce qu'il va pleuvoir plus ou moins. Et ça c'est encore, comme on dirait, c'est un sujet d'étude qui n'est pas encore tout à fait mûr. Hein? Je pense que là, pour l'instant, ce qu'on peut dire, et on le voit sur ce croquis, notamment dans le cadre du scénario le plus pessimiste, ce seraient les zones plutôt méditerranéennes hein, et nord-africaines qui subiraient des précipitations moins importantes, alors que le nord de l'Europe subirait des précipitations plus importantes. On dirait, elle est où la ligne de démarcation? Est-ce qu'on est dessus? On est de quel côté? Mais on regardera tout à l'heure. On peut donner déjà des premières réponses à ça. Hein? Donc globalement, voilà, on connaît l'inégalité
qu'on a déjà devant le climat. Mais là, le changement climatique renforcerait les inégalités. D'accord? Ça, c'est important. Vous avez ici le scénario optimiste, le scénario pessimiste. Vous avez ici deux simulations. La simulation de Météo France, CNRM, c'est Météo France, la simulation de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Donc c'est intéressant de confronter des simulations, hein, parce que c'est comme ça que le GIEC travaille. Sauf qu'en fait, eux, ils n'ont pas 2 études, ils en ont plusieurs milliers, hein, voyez. Et alors là, on a simulé ce que pourrait devenir la banquise en fin d'été, sur la fin de siècle. Le liseré rouge que vous voyez ici, c'est l'emprise actuelle de la banquise. C'est-à-dire c'est le point de départ, c'est la référence actuelle. Voilà ce qui resterait de la banquise en fin septembre dans un scénario optimiste. L'IPSL voit quelque chose peut-être de moins pessimiste que Météo France, mais enfin, les deux vont dans le sens de la réduction de la banquise. En revanche, dans le scénario vraiment pessimiste, le RCP 8.5, les deux modèles montrent qu'il n'y a plus de banquise en fin d'été à la fin du siècle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se reformer l'hiver, attention, hein. Mais disparition de la banquise, et les deux, hein, c'est clair. Alors, vous voyez à peu près les conséquences que ça peut avoir. Même simulation, cette fois, non pas en fin d'été, mais en fin d'hiver. On voit que, alors là, comment dire, l'emprise de la banquise en fin d'hiver est beaucoup plus importante actuellement. Hein. On voit quand même qu'il y a une certaine réduction, hein, de la banquise en fin d'hiver par rapport à l'actuel. Forcément beaucoup plus forte, beaucoup plus importante sur le scénario pessimiste. Mais se rappeler que vraiment en fin d'été, là on risquerait d'avoir vraiment des voies maritimes très très ouvertes. Venons-en à des choses qui nous concernent un peu plus. Et regardons un petit peu maintenant les simulations qui ont été faites par le modèle de Météo France de manière saisonnière. Et ça c'est très intéressant parce que si on regarde un petit peu l'hiver, scénario optimiste, on serait à peu près vers 2 degrés d'augmentation. Alors là, je parle toujours pareil, en fin de siècle. Hein. 4 degrés dans le scénario pessimiste. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la différence de 2 à 4 degrés. Bon. Sauf que, si on regarde l'impact l'été en revanche pour les températures, scénario optimiste, une augmentation des températures d'été de 2 degrés environ, encore jouable, mais en revanche, si on ne fait rien, là on peut taper déjà sur du 6 degrés l'été. Alors là on peut commencer à se dire, attendez, si on a du 6 degrés en moyenne de plus l'été, déjà qu'on a des canicules qui nous arrivent de temps en temps, qu'est-ce que ça va donner en termes d'événements extrêmes? Ça c'est un sujet qu'on va aborder après au niveau des impacts. Cette adresse-là, si vous pouvez la noter, c'est intéressant parce que Drias climat.fr, c'est un portail qui a été mis en place par le ministère de l'écologie et du développement durable pour permettre à tout un chacun de consulter les scénarios de changement climatique faits par Météo France et par l'Institut Pierre-Simon Laplace. Donc c'est la volonté vraiment de communiquer là-dessus, hein, d'avoir vraiment des éléments tangibles, que ce soit pour le grand public de manière simple, ou que ce soit pour d'autres décideurs de manière un peu plus technique, si vous voulez. Alors, j'ai extrait, hein, des cartes directement de ça. Mais si vous avez envie d'aller fouiller là-dedans, n'hésitez pas, il y a plein de choses intéressantes. Alors, deux lignes. La première ligne, on va essayer de regarder ce que la température pourrait donner en France dans un horizon dit proche, c'est-à-dire une période de 30 ans centrée à peu près sur les années 2035, horizon moyen, horizon lointain. Et ça, pour les deux scénarios différents. Là, vous avez deux cartes qui sont exactement les mêmes, tout simplement parce que c'est la période de référence. Vous avez ici une période de référence de 30 ans qui a été celle moyennée sur 1976-2005. Bon. Vous avez, comment dire, la répartition des températures. Alors, évidemment, on ne voit pas, j'ai fait exprès, hein, on ne voit pas l'échelle de température pour l'instant. Ce qui m'intéresse de montrer, c'est l'évolution des couleurs. D'accord? Vous allez voir. Allez, horizon proche. Bon.
Alors là, je dirais que quand on regarde les deux scénarios, on n'a pas l'impression qu'il y ait une grande différence. Il ne faut pas regarder à l'épaisseur du trait non plus. Hein. Eh bien oui, il n'y a pas de grande différence. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez des courbes, le scénario vraiment pessimiste a tendance à accélérer énormément sur la fin du siècle. Donc il ne faudrait pas se dire, c'est là où il faut faire attention, il ne faudrait pas se dire, ouais mais c'est en train de se réchauffer, mais ça ne se réchauffe pas si vite que ça. Ouais, nous on est en train de dire, quand ça va accélérer, ça va accélérer. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Donc, horizon proche, les deux scénarios, on va dire assez proches. Mais vous vous rendez compte que le Berry commence à prendre 1 degré, en gros. Hein, vous voyez, bon. Horizon moyen. Ah, là, on voit quand même que la plage de température rose, là, va jusqu'à l'Alsace-Lorraine, et puis que le sud-ouest commence à avoir une plage de température qui sent le réchauffement plus marqué sur le scénario pessimiste. Horizon lointain, fin de siècle. Voilà, là on a autre chose, hein. Vous voyez? Et je vais justement vous les mettre, voilà, hein. Vous avez les deux choix d'horizon lointain sur le RCP de 6, optimiste et pessimiste. Bon, ben écoutez, là c'est assez clair, hein. Si on regarde le Berry, on est à peu près sur des températures aux alentours de 12 à 14 degrés, sachant qu'actuellement la moyenne de Bourges, c'est 11,7. Hein, 11,7 Bourges, d'accord? Donc là, on serait sur une augmentation, on va dire, allez, de 1,5 degré, on va dire, à cet horizon lointain. Hein. Bon, là, on est sur quelque chose qui se situe dans la tranche 14 à 16 degrés. Donc là, on est sur l'augmentation qui atteint 4 degrés. Hein. Moi, je suis du sud-ouest, vous avez peut-être remarqué mon accent. Bon, je me dis que ce sera peut-être un peu plus difficile de supporter des vacances là-bas. Hein. Voilà, ou alors il faut vraiment être en front de mer, il faut que la brise de mer fasse son office, hein, parce que ça va réchauffer hein, énormément. Alors, je ne sais pas où il faut aller en vacances, peut-être la Normandie sera plus sympa, je ne sais pas, mais au pays de la Normandie aussi. Hein. Voilà. Bien. Je vais vous montrer les températures, je vais vous montrer les précipitations sur la France. Et je vous ai dit que ce n'était pas évident de voir quelque chose au niveau de la France. Hein. Et là, ce qu'on vous montre, en fait, ce qu'on appelle les anomalies de précipitation, c'est-à-dire les écarts, comment dire, l'écart entre ce qu'on a maintenant et ce qu'on aurait plus tard. Alors, là, vous avez une simulation en hiver, hein, pour la fin de siècle, sur un scénario, on va dire, sympathique. Et là, on voit que, globalement, on aurait tendance à avoir, allez, en moyenne sur la France, un peu plus de précipitations. C'est ce qui apparaît. Hein. Il semblerait que l'hiver, on ait peut-être un peu plus de précipitations. Mais alors à prendre vraiment avec des pincettes parce que c'est beaucoup plus compliqué à simuler les précipitations que les températures. La même chose pour l'hiver sur un scénario pessimiste, mais là il semble montrer que les précipitations globalement hivernales seraient peut-être un peu plus intenses. Sur l'été, bon, scénario optimiste, un peu de tout, donc je ne dirai rien. C'est pas la peine d'essayer de rentrer dans des détails qui n'ont aucun sens. En revanche, scénario optimiste, là voilà. Et là on passe en rouge, c'est-à-dire que là, on montre qu'il y aurait un déficit de précipitation estivale très fort. Et je vais vous le montrer après en termes on va dire, de ressourçage. Hein, voilà. Donc là, on a vraiment l'élément important à retenir, c'est que si on ne fait rien, si on part sur un scénario pessimiste, on aura des problèmes. Déjà qu'on a des problèmes de ressources en eau, on les connaît, hein, voilà. Il suffit d'assister parfois à des réunions de cellules de l'eau en préfecture pour se rendre compte que parfois c'est assez difficile. Ça risquerait d'être beaucoup plus difficile. Donc, si on veut résumer avec des mots ce à quoi on peut s'attendre avant de passer à des impacts, on peut s'attendre en France à une augmentation de température. Bon, c'est-à-dire il n'y a pas de diminution, on ne peut pas s'attendre à une diminution, quel que soit le scénario. Si le scénario est optimiste, si tout le monde s'accorde à tout arrêter au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on aura une augmentation qui sera limitée, entre guillemets. Voilà. S'il est pessimiste, l'été, notamment, on aura des fortes températures. Hein. Voilà, on
peut dépasser 5 degrés de plus l'été. Et c'est là que je me permets de vous rappeler ce que je vous ai dit au début. Je vous ai dit, entre une période glaciaire et interglaciaire, au niveau global, c'est 7 degrés de différence. D'accord? Là, je suis en train de vous présenter un scénario qui vous propose une augmentation de 5 degrés en 100 ans. C'est-à-dire quelque chose qui, en 100 ans, qui serait ce qu'on a connu en 20 000. Voilà, ça peut faire réfléchir. En termes d'adaptation, si vous voulez, ça fait réfléchir. Alors, ce qui est certain aussi, c'est qu'on partirait vers une forte augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur. Je vous montrerai après, justement, dans les impacts, on a des belles simulations là-dessus. Voilà, notamment un nombre de jours qui pourrait être significatif pour le scénario pessimiste. Alors là, la vague de chaleur, on parle de canicule, on est d'accord. Poursuite de la diminution des vagues de froid, en moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'hiver froid. Ça veut dire qu'il y en aura moins. Mais il peut très bien avoir un hiver froid. On est d'accord. Tendance à l'augmentation des pluies hivernales, ce que je vous ai montré. Forte diminution en été pour le scénario pessimiste, c'est la dernière diapo que vous avez vue. Renforcement du taux de précipitation extrême. Oui, les modèles ont tendance à aller dans le sens de renforcement des pluies fortes. Après, savoir si on peut imputer les événements qu'on a connus dans le sud de la France au changement climatique, c'est une autre histoire. Je vous montre ça après, j'ai un croquis pour vous le montrer. Mais en termes de scénario, en termes de prévision, si vous voulez, on aurait tendance à avoir un renforcement des précipitations extrêmes. Augmentation des épisodes de sécheresse, surtout dans le sud du pays. C'est totalement corrélé à ce qu'on a dit, forcément, s'il y a moins de pluie l'été. Voilà. Alors, quelque chose qui nous concerne un peu moins, mais c'est intéressant, les cyclones ne seraient pas plus nombreux, mais probablement plus forts. Alors attention à ce qu'on entend aussi, quand on écoute les émissions à droite à gauche, il y aura plus de cyclones. Non, a priori, c'est pas qu'il y aurait plus de cyclones, mais peut-être qu'ils seraient plus intenses. Voilà. Alors, c'est sûr que dans tout ça, il y a des choses dont on est sûr, des choses qui sont probables et des choses qui sont possibles. Mais ce qui est probable, ce qui est sûr, c'est augmentation de température. Ce qui est sûr, c'est augmentation des vagues de chaleur. Ça, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du certain. Donc, pour finir, on va parler un petit peu des impacts, qui sont liés évidemment aux événements météorologiques. Et c'est intéressant de se rendre compte que les impacts des changements climatiques peuvent avoir une influence sur plein de domaines de la vie quotidienne. Alors là, bon, je ne vais pas vous regarder un petit peu ce qu'il y a, les risques naturels, etc. Forcément, il va falloir prendre en compte le changement climatique dans notre mode de vie. D'ailleurs, je veux dire, on n'a pas entendu la COP21 pour ça, on n'a pas entendu de savoir si on va réduire ou pas réduire les gaz à effet de serre. Il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de collectivités, notamment je pense à la ville de Paris par exemple, qui travaillent déjà sur des études d'adaptation au changement climatique. Alors, pour plus de détails, allez voir le site de l'ONERC qui parle beaucoup des impacts sur le du changement climatique. Alors, justement, si on veut regarder un petit peu régionalement, là aussi, vous avez ça dans le site de RIAS dont je vous ai parlé. Voilà une simulation du changement climatique sur des indices de sécheresse des sols. Donc là, on est vraiment sur un indice qui intègre, si vous voulez, le fait qu'il pleut plus ou moins et qu'il y a plus ou moins d'évaporation. On est vraiment sur du bilan hydrique, si vous voulez. Alors là, vous avez ici, alors que je ne veux pas dire de bêtises, moyenne hivernale, c'est ça. Dans le cadre d'un scénario optimiste, c'est ça, dans un cadre de scénario optimiste, voilà ce que pourrait être l'indice de sécheresse des sols en période hivernale. Et il semblerait dans ce cas-là, alors, ce qu'il faut voir, il y a marqué modérément sec, c'est-à-dire ce sont des classes, si vous voulez, de représentation par rapport à la normale actuelle. Ce que vous voyez ici, c'est la normale actuelle. Par exemple, ici, bon, il y a des zones qui ne seraient pas tellement impactées par rapport à maintenant. Bon, on se rend compte qu'on serait un peu plus sec qu'actuellement.
dirait, oui, mais on a dit qu'il pleurait un peu plus. Oui, il pleurait un peu plus. Mais peut-être qu'avec le réchauffement, l'évaporation serait, même en hiver, peut-être un peu plus importante. Donc au final, il y aurait peut-être une ressource en eau, enfin une ressource, comment dire, un indice de sécheresse des sols qui serait un peu plus faible qu'actuellement. Et là, en été, bon, on voit que même sur un scénario optimiste, on a quand même quelque chose qui a tendance à aller plutôt vers le très sec par rapport à l'actuel. Scénario pessimiste pour la fin d'hiver. Et là, on se rend compte que on aurait tendance à avoir des indices de sécheresse des sols qui seraient relativement marqués, impactés par rapport à maintenant. Et encore pire l'été. Voilà, bien entendu. Donc en termes de ressources en eau, ça pose des questions. Voilà. Je pense que là, c'est assez parlant. Là, on est sur une simulation, ce qu'il faut savoir. Donc c'est une simulation de Météo France qui est faite à une échelle fine. On est, je crois, sur une maille de modèle qui doit être à peu près d'une dizaine de kilomètres. Donc on est vraiment ce qu'on appelle en descente d'échelle. On arrive à faire des choses maintenant qu'on n'arrivait pas à faire il y a une dizaine d'années. On parlait des indices de flot de forêt. Intéressant aussi, il y a eu une étude qui a été faite par l'Office national des forêts et puis Météo France. Voilà l'existant, c'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à ça ont mis plusieurs classes de risques, du vert jusqu'au brun. Voilà, donc on va dire que le massif de Sologne, par exemple, est actuellement classé en risque faible. Malgré tout, pour avoir discuté avec le colonel des pompiers il y a quelques mois, il me disait, au mois de juin, on n'a jamais eu autant de départs de feu en Sologne. Voilà ce que ça pourrait donner en vers 2060, fin de siècle. Alors évidemment, on n'aurait rien de nouveau sur l'arc méditerranéen, parce que de toute façon, ils étaient déjà en risque maximum. Donc on n'a pas inventé une échelle supplémentaire, mais on remarque quand même que le massif landais serait impacté beaucoup plus par le risque des feux de forêt. Rappelez-vous quand même que cet été, les Landes, enfin la Gironde, le massif landais, les Landes girondines ont quand même bien subi quelques feux de forêt entre Arcachon et Bordeaux. Bon, là, ce serait beaucoup plus impactant. Et on se rend compte que le massif de Sologne monterait d'un cran ou de deux. Alors, cette diapo, je l'ai mise hier pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors, quand on écoute les médias, la première chose qu'on a entendue, c'est « Ah ben voilà, ce qui s'est passé, c'est conséquence du changement climatique. » A-t-on le droit de dire ça? A-t-on le droit de le dire? On ne sait pas. On ne peut pas forcément attribuer tous les maux de la Terre au changement climatique. Il faut peut-être avoir du recul pour ça. Et justement, le recul, il se regarde un petit peu en faisant parler les statistiques. Alors là, je vous ai sorti le nombre de jours avec des précipitations à plus de 50 mm à Nice. Donc j'ai pris 50 mm, pourquoi? Parce que il y avait suffisamment de jours qui étaient marqués. Donc déjà 50 mm, bon, c'est une belle précipitation. Sachant que là, il y en a eu 300 mm en quelques heures. Regardez un petit peu, depuis 1943, ouverture de la station de Nice. Si vous arrivez à me dégager une tendance, allez-y. Moi, je ne vois pas de tendance là-dedans. Je vois des années où il n'y a pas eu grand-chose, je vois des années où il y en a eu beaucoup, mais ce n'est pas forcément les dernières années. Le dernier événement est compté dedans, d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas de tendance, on ne voit pas. Et pourtant, il s'est passé quelque chose. Eh bien, il ne faut quand même pas oublier une chose. Qu'est-ce que c'est un risque? Un risque, c'est un aléa et un enjeu. Ça, c'est la définition, je veux dire, tous les gestionnaires de risque connaissent ça. Un aléa, c'est quoi? L'aléa, c'est l'aléa météorologique. C'est, voilà, il tombe des trombes d'eau. Voilà. Mais il y a un enjeu, une vulnérabilité. C'est-à-dire, globalement, il tombe des trombes d'eau sur la bosse. Globalement, je ne dis pas que tout le monde s'en fout, mais pas loin, si vous voulez. J'aurais pu dire sur le Limousin, mais bon, j'aurais fait de... Voilà. Non, je ne peux pas. Voilà, sur la bosse, par exemple, supposons, voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les enjeux, la vulnérabilité de ces zones-là, c'est vraisemblablement ça qui a changé ces derniers temps.
Alors je ne dis pas ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on a dit que les précipitations intenses seraient vraisemblablement plus importantes. Eh bien oui, les modèles de prévision du climat montrent que l'aléa va changer. Mais pour l'instant, on ne voit pas de changement au niveau de l'aléa. Donc il faudrait peut-être presque plus faire des études sur des statistiques des assurances que sur des statistiques de météo pour savoir ce qui se passe. Et là, je vais vous parler d'un impact important qui va nous intéresser, c'est l'évolution des vagues de chaleur en France. Alors, je vous explique cette représentation-là. En fait, elle est très simple. C'est une représentation en 3 dimensions. Là, pour l'instant, ce n'est pas une prévision, on a fait un petit peu un inventaire des vagues de chaleur qu'on a connues jusqu'à présent. On les a représentées avec des bulles plus ou moins grosses, plus ou moins vers le haut, plus ou moins vers la droite. Vous avez ici en abscisse, vous avez le nombre de jours. Donc par exemple, si on prend la vague de chaleur qui a duré du 9 au 31 juillet 1983, j'arrive pas à voir, c'est une vague de chaleur qui a duré 23 jours. D'accord? En revanche, elle a été moins forte en intensité que la vague de chaleur qui est ici, qui est la canicule de 2003, vous voyez. Et plus la bulle est grosse, plus la vague de chaleur, globalement, a eu des impacts sanitaires, pour faire simple. Donc vous voyez une représentation en 3 dimensions. Hein, la force de la vague de chaleur, la durée et l'impact sanitaire. Bien. Maintenant que vous avez compris ça, je vais vous montrer des représentations sur l'existant et ce qu'on peut prévoir. Voilà. Vous avez des petits points en bleu, des petites bulles en bleu, ce sont les vagues de chaleur enregistrées entre les années 47 et 60. En vert, vous avez les vagues de chaleur enregistrées réellement entre 61 et 2010. Vous avez donc la canicule de 2003, elle est ici. En jaune, vous avez la prévision, la simulation. Je garde le terme de prévision pour le temps qu'il va faire de même. La simulation de vagues de chaleur à l'horizon milieu de siècle. Donc vous voyez que les bulles sont plus grosses et surtout qu'elles vont un peu plus vers la durée. Et vous avez des prévisions de vagues de chaleur pour la fin du siècle. Alors je ne veux pas vous faire peur, mais là vraiment on va vers quelque chose de beaucoup plus important. Donc en termes d'adaptation aux risques sanitaires liés à la canicule, il va falloir vraiment se poser des questions. Et ça, pour vous dire que les pouvoirs publics en sont très conscients. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça en termes justement d'adaptation? Je vous parlais de l'étude faite par la ville de Paris pour comprendre ce qui se passe quartier par quartier. Ils ont travaillé, enfin Météo France a travaillé en collaboration avec la ville de Paris en faisant retourner un modèle climatique à l'échelle du quartier. Alors vraiment petite maille, pour montrer un petit peu quel était le vrai impact, donc simulé, enfin, il est simulé mais en faisant retravailler sur le passé bien sûr, sur les différents quartiers de Paris. Et on voit par exemple, là vous avez la nuit du 9 août, 10 août, 11 août, 12 août, 13 août 2003. Regardez le 12 août qui a été la nuit la plus chaude. On voit très bien, on voit très bien l'îlot de chaleur urbain déjà. C'est-à-dire que les plus grosses chaleurs sont vraiment dans Paris intramuros. Visiblement, ce sont ces arrondissements qui ont été les plus impactés. Bon, là c'est une vue globale, mais les gens de la ville de Paris avaient des renseignements quartier par quartier. Donc ils ont pu faire le lien entre la température et peut-être le tissu urbain qu'il y avait, pour pouvoir dire, tiens, peut-être que le tissu urbain d'avenir, c'est peut-être pas celui-là. Il faut peut-être réinventer la ville. Alors, ça peut être de la végétalisation de toits, ça peut être plein de choses, ça peut être des bâtiments construits plus éloignés les uns des autres, peut-être quelque chose qui sera plus en hauteur, peut-être, j'en sais rien, je ne suis pas urbaniste, mais il y a peut-être des pistes. Donc, projection sur les vagues de froid. Alors bon, tout ça pour dire que là, c'est pour montrer qu'il y en a de moins en moins. Celles qui ont réellement existé entre 61 et 90 sont en bleu. Non, oui, c'est ça. Attendez, des bêtises. Oui, c'est ça en bleu.
Et après, donc, celles en jaune correspondent à la fin de siècle. Donc on voit effectivement que les vagues de chaleur sont de plus en plus rares et seraient de plus en plus faibles. Donc on est sur le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Vague de froid, merci. Ah, c'est bien. Non, je ne vais pas dire que je l'ai fait exprès, parce que là, ça va être moins fatigué un petit peu. Voilà. Donc, pour conclure un petit peu ma présentation, et ça ouvrira un petit peu vraisemblablement au débat, face au changement climatique, donc, quelle attitude avoir? Alors moi j'ai appelé ça le triple A, c'est à moi ça, hein, ça n'a rien à voir avec les notations, j'en revendique totalement la paternité. Triple A pourquoi? A comme acceptation. Alors, la première chose qui n'était pas évidente il y a quelques années, c'est accepter le fait que le changement climatique existe. Je crois que maintenant, bon, je crois qu'on a compris qu'il se passait quelque chose. Les climato-sceptiques, on les entend beaucoup moins. Bon, hein, voilà, point d'interrogation. On attribue plus facilement le changement climatique à l'activité humaine. C'est bon, on est bien carré là-dessus, et on peut passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est atténuation, réduire les gaz à effet de serre. Donc on est toujours sur le fait de se dire, il faut aller vers la trajectoire bleue, la trajectoire du type RCP 2,6, le fameux 2 degrés que visent les chefs d'État lors de la COP21. Alors, évidemment, comment dire, choisir des politiques qui vont aller dans ce sens-là, c'est faire un arbitrage par rapport à d'autres politiques publiques, par rapport à des lobbies, par rapport à plein de choses. C'est très compliqué. J'aimerais pas être à la place des politiques, hein, franchement. Hein. Voilà. Alors après, est-ce qu'il y aura vraiment une vraie bonne volonté à l'échelle internationale? Ben on va voir, on attend décembre. Il semblerait qu'il y ait déjà des avancées, hein. Il ne faut pas être négatif, hein, parce que je crois que les pays ont rendu déjà des copies, hein, sur lesquelles ils vont travailler. Hein. Quand on voit que le Brésil, par exemple, je crois, annonce au moins 40%, je crois, à l'échéance 2030, bon, c'est pas mal. Même les Chinois commencent à se dire il y a quelque chose à faire, ben, c'est normal, ils n'arrivent plus à respirer. Donc voilà, bon, voilà, il y a des frémissements, on va dans le bon sens, hein, voilà. Et adaptation. Alors voilà, j'y viens. Parce que le problème, c'est quoi? La machine est lancée. Bon, on ne va pas faire croire aux gens que ça va s'arrêter. En revanche, si on arrive à atténuer, on peut ralentir le processus. Allez, si je prends une image qui vaut ce qu'elle vaut, vous voyez, il y a un mur, je suis dans ma voiture. Je vais dans le mur. J'ai deux choix. Le premier, c'est de freiner. Hein, ça s'appelle l'atténuation. Et le deuxième choix, c'est d'avoir pensé à inventer les airbags aussi. D'accord? Parce que quand je vais péter dans le mur, même si j'arrive même un peu plus lentement, ça risque de me faire mal. Donc du coup, on est obligé aussi de parler d'atténuation, d'adaptation. Alors l'adaptation, ben, les acteurs de notre société y ont pensé. Hein. Le plan national d'adaptation au changement climatique, c'est quelque chose qui existe. Les schémas régionaux Air Énergie, hein, sont déclinés dans chaque région. Voilà. Donc on peut penser que l'être humain est assez intelligent pour trouver des solutions d'adaptation, à mon avis. Est-ce que la nature arrivera à faire la même chose, surtout si on est sur un scénario pessimiste? C'est peut-être autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut viser le scénario optimiste. Donc comme j'ai dit, pour s'adapter à moins d'un siècle, un bouleversement qui a mis 20 000 ans, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc, maintenant c'est aux politiques de parler, mais pas seulement aux politiques, c'est à nous tous d'essayer de trouver des solutions, des adaptations au quotidien, etc., par rapport à ce qui nous attend. Je ne pense pas qu'il faut être négatif, hein, il ne faut pas dire oh là là, c'est une catastrophe. C'est à nous d'essayer de limiter au maximum, mais il va se passer quelque chose, c'est évident. Et on le sent déjà. Voilà. Je vous remercie de votre attention.